Bonjour à tous, enchantée. Donc, je suis vice-présidente de l'Ordre des experts comptables pour le département de la Vendée, donc Ordre des experts comptables au niveau régional, Pays de la Loire. J'ai été sollicitée effectivement pour vous présenter quelques indicateurs et comment bien suivre sa trésorerie. Alors, il n'est pas forcément orienté nautisme, ma présentation, puisque dans le nautisme, il y a quand même plusieurs activités avec des indicateurs qui peuvent être complètement différents même au sein d'une branche d'activité, mais qui peut être complètement différente en fonction de l'activité, si on fait de la prestation de service, si on fait du négoce. Enfin, voilà. Donc, j'ai essayé d'être le plus large possible pour que ça soit utilisable par tout le monde. Pour débuter cette présentation, effectivement, pour nous, la trésorerie en tant qu'expert comptable, ça va être le premier indicateur de gestion de votre entreprise. Euh, Effectivement, si votre trésorerie ne va pas bien, ça veut dire que l'entreprise ne va pas bien, généralement. Ça, je simplifie, mais on verra après qu'il y a d'autres indicateurs à prendre en compte. Mais effectivement, la trésorerie est le premier indicateur à suivre dans vos entreprises. J'avais sorti j'essayais de faire un petit lien avec le nautisme, hein. C'est comme en mer, il faut anticiper la météo pour pouvoir bien gérer vos entreprises. Alors, l'autisme, ce n'est pas que la mer, mais voilà, effectivement, si vous ne suivez pas en fait votre trésorerie, vous pouvez avoir un carnet de commandes très florissant, pouvoir avoir une activité très florissante, mais ne pas avoir de trésorerie. Et donc, en fait, vous retrouver dans des situations très difficiles et de ne plus pouvoir faire avancer vos entreprises. Euh, donc, pour nous, c'est un point à suivre au quotidien. Parmi vous, si je me permets de vous poser la question pour essayer que ce soit un peu plus interactif, qui regarde sa trésorerie tous les jours? Oh, pas mal, déjà. Qui a un suivi de trésorerie, un tableau de bord? Ok, bon. J'ai vu que certains c'était moyen, d'autres oui. Voilà. Donc déjà, c'est pas mal puisque vous êtes quand même plusieurs à regarder quotidiennement. Alors quotidiennement, c'est peut-être pas forcément utile, mais c'est pour aller à la chambre. Puis le regarder régulièrement, par contre, ça c'est utile. Et puis faire un suivi de votre trésorerie, c'est aussi très utile. Euh, il faut bien faire attention. La trésorerie, c'est, on dit une image à un moment donné, un moment T. Euh, mais c'est pas, si on ne regarde que la trésorerie, on va omettre un certain nombre d'informations, puisque vos clients ne vous auront pas encore payé, vos fournisseurs, vous ne les aurez pas encore payés. Si vous avez des salariés, il y aura encore des décaissements à faire, soit sur les salaires, soit sur les cotisations sociales, etc., etc. Donc, si vous ne faites que regarder la trésorerie, qui est quand même un bon indicateur, hein, généralement, quand la trésorerie croît, c'est que la rentabilité, le chiffre d'affaires se développe. Et quand la trésorerie décroît, c'est qu'effectivement, souvent, on a un problème de chiffre d'affaires et de rentabilité, ou de rentabilité, pardon. Donc, ça reste quand même le premier indicateur, mais il ne faut pas ne suivre que ça. Il faut aussi regarder ce qui se passe à côté. Et donc, j'ai pas avancé assez vite dans le c'est pas grave. Et donc, il faut regarder ce qu'on va appeler le besoin en fonds de roulement. Vous me dites si je parle anglais ou pas, ou chinois. Le besoin en fonds de roulement, c'est ce qui n'est pas encore décaissé, mais qui va être décaissé sur du plutôt court terme, d'accord? Pour mettre de côté si on a des emprunts qui vont être, eux, sur du plus long terme, on n'est pas sur le besoin en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement, pour essayer de faire assez simple, c'est les clients qui vont arriver, qui vont être encaissés, les fournisseurs qui vont être décaissés, les cotisations sociales, les salaires, etc., etc. D'accord? Et donc, quand on fait son suivi de trésorerie, il convient de tenir compte de tous ces aspects-là. Donc, demandé enfin, j'ai été sollicitée et puis j'ai préparé un tableau Excel qui vous sera communiqué si vous souhaitez, si vous le demandez, dans lequel, effectivement, on vous présente en fait comment suivre la trésorerie. Alors moi, je ne l'ai pas fait à la journée parce que je pense en tant qu'entreprise, vous avez autre chose à faire que de suivre au quotidien, même s'il faut regarder, mais faire le tableau de suivi tous les jours, ce n'est pas forcément, à mon sens, le plus utile. Mais par contre, à la semaine, c'est quand même très intéressant de le suivre. Donc, je vous ai fait un suivi à la semaine, ce qui va vous permettre en fait d'indiquer toutes vos factures de vente avec la date de la facture, mais surtout la date d'encaissement
pouvoir vous faire des rappels en termes de relance, parce que c'est bien d'avoir envoyé ces factures. Il faut quand même essayer de les envoyer le plus rapidement possible, ne pas tarder dans la facturation, et puis ensuite relancer au plus vite. Et là, hop, je vais. Voilà. Je crois que je l'ai mis après, je sais plus. Voilà. Si. En fait, souvent, nous, on dit relancer même avant que l'échéance arrive. En fait, n'attendez pas l'échéance et puis vous dites, bah tiens, ça fait 1 ou 2 jours que l'échéance s'est passée. Non, en fait, vous appelez votre client 7 jours avant que l'échéance arrive. Je vous rappelle que ma facture arrive à échéance dans 7 jours. Pourriez-vous ne pas oublier le règlement? Parce qu'en fait, si on commence à déraper dans le timing, ben en fait, il ne va pas vous payer à plus 7 jours, il va vous payer à plus 15, à plus 30, etc., etc. Et c'est là où on va commencer à constater des difficultés dans votre trésorerie. Donc nous, on vous conseille, soit par un petit appel, soit par un petit mail. Bonjour. Pas de souci, allez-y, installez. Par un petit mail gentil de relance pour rappeler en fait à votre client que votre facture arrive à échéance. Souvent, on entend beaucoup dans l'immobilier un gimmick qui est la localisation, enfin l'emplacement. Moi, je dis, c'est dans les entreprises, c'est la trésorerie. Si la trésorerie, elle n'est pas chez vous, elle est chez les clients, c'est là où on commence à sentir les difficultés. Il faut que la trésorerie soit sur votre compte bancaire et pas sur le compte bancaire de vos clients. Donc, anticiper un petit mail automatique. Maintenant, les logiciels, ils le font à peu près tous. À moins 7 jours, on fait le petit mail automatique, très sympathique. C'est pas un mail agressif à l'intention du client, c'est juste un petit rappel. Je suis là, pensez à régler ma facture à bonne date. Donc ça, c'est quand même un point qui va améliorer significativement votre trésorerie. Et puis après, quand effectivement, en faisant ce suivi de trésorerie dans lequel je vais avoir mon solde de trésorerie, je vais avoir les encaissements que je dois recevoir de mes clients, je vais suivre si je les reçois ou si je ne les reçois pas. Et puis, je vais pouvoir suivre les décaissements, que je vais devoir opérer, soit vis-à-vis de mes fournisseurs, soit vis-à-vis de mes salariés, de l'État, etc. Là, je ne peux pas parler de TVA, mais aussi on peut avoir à payer la TVA en fonction des activités. Dès que je vais constater que peut-être à un moment, je vais être en difficulté, je vais passer en négatif. En fait, il ne faut pas attendre d'être dans le dur pour aller négocier la situation. Il vaut mieux anticiper avec ses fournisseurs, avec ses partenaires bancaires, avec tous les acteurs qu'on a au quotidien autour de nous, pour aller négocier des délais. Parce qu'à partir du moment où on ne paye pas une facture, entre guillemets, on est ce qu'on appelle en cessation de paiement. Cessation de paiement, il y a M. Gaudin qui vous expliquera après les conséquences, mais il faut l'éviter à tout prix. À partir du moment où on est en négociation avec les fournisseurs, avec les banques, on obtient des délais de règlement, nous ne sommes pas en cessation de paiement, et donc dans ce cas-là, nous ne sommes plus en difficulté. Nous ne rentrons plus dans le champ des procédures collectives. Donc, toujours, en fait, c'est l'anticipation. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est j'anticipe le paiement de mes factures clients, j'anticipe les difficultés, je vais négocier avec mes fournisseurs, je vais négocier avec les banques si j'ai besoin d'un petit découvert. Et avec mes fournisseurs, je les préviens. Souvent, un fournisseur, quand on l'appelle en amont, qu'on dit « ce mois-ci, ça va être un petit peu compliqué, est-ce que je peux décaler de 15 jours l'échéance ?» Moi, avec nos clients, on n'a quasiment jamais de difficulté en fait, à avoir ces décalages, à avoir cette liberté-là, j'ai envie de dire. Donc, dès qu'on anticipe, alors il ne faut pas non plus être tout le temps en difficulté. Effectivement, s'il y a beaucoup de difficultés, ça peut être compliqué. Mais si on est dans l'anticipation, généralement, il n'y a pas de difficulté, on arrive à obtenir les échéances. C'est pareil, s'il y a vraiment des situations de trésorerie tendues, on déclare sa TVA, pardon, j'allais dire l'inverse, on déclare sa TVA. Par contre, on prend contact avec l'administration fiscale pour demander un échelonnement de paiement. L'URSSAF, c'est de la même façon. Et aujourd'hui, tout se passe bien. Enfin, les administrations sont ouvertes à des décalages temporaires et aident les entreprises avec ces décalages-là. Bien évidemment, il ne faut pas abuser, il ne faut pas que ça soit récurrent. Mais quand on a une mauvaise passe, il ne faut pas
avoir peur d'appeler les administrations. Elles sont très à l'écoute des entreprises et ça fonctionne bien. Donc, le mot d'ordre, c'est j'anticipe. Mais pour anticiper, il est donc nécessaire de mettre en place ce suivi de trésorerie, d'avoir une idée très claire sur ce que je vais encaisser, sur ce que je vais décaisser, et donc de se dire, est-ce qu'à un moment donné dans l'année, je vais être en difficulté, je n'arriverai pas parce que j'ai un gros chantier, j'ai le cas d'un client, typiquement, très gros chantier qui nécessite beaucoup de matières premières, des gros achats. Il n'a pas négocié les acomptes, enfin pas suffisamment en tout cas. Un gros besoin de BFR, il se retrouve en difficulté. L'activité va bien, juste gros besoin de BFR ponctuel. Il n'a pas anticipé, il m'en a pas parlé. Bon, voilà, on est face à la situation. Donc là, c'est très inconfortable d'être dans la situation, dans le dur pour aller négocier. On a réussi à négocier auprès des banques. Enfin voilà, il y a eu des solutions qui ont été trouvées, mais ce n'était pas confortable. Si on avait pu anticiper le sujet, on aurait eu plus d'ouverture, des taux peut-être aussi meilleurs, et donc ça aurait été mieux pour lui. Donc anticiper, identifier vos difficultés, ou pas, hein, parce qu'on n'est pas non plus toujours obligé d'être en difficulté. Et puis, solliciter vos partenaires bancaires, il faut solliciter votre expert comptable pour qu'il puisse vous accompagner. On est là pour ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours au quotidien, on ne peut pas vous appeler tous les 15 jours, mais vous appelez votre expert comptable, appelez vos collaborateurs comptables pour qu'ils puissent vous accompagner et qu'ils puissent vous donner des conseils sur comment faire. Effectivement, j'ai oublié le dernier point, quand ça va bien, constituer des réserves. On est en Vendée, hein. Souvent les chefs d'entreprise sont quand même très conservateurs et c'est très bien. Quand on se compare à d'autres départements, les niveaux de trésorerie ne sont pas du tout les mêmes. En Vendée, on fait des petites réserves, on les laisse de côté, on les met sur un compte qui rémunère et puis on se garde 2-3 mois de trésorerie si on peut. C'est quand même en 2-3 mois, si jamais on a un basculement d'activité, ça nous permet de prendre les décisions nécessaires et donc d'aller grappiller dans notre réserve pour ne pas se retrouver en grosse difficulté. Donc, dès que possible, on met un petit peu de côté et on met en réserve. D'accord ? Non, non, allez-y si vous avez des questions. Vous parlez de format de charge fixe. Charge fixe, vous allez le faire en anticipation. C'est le charge fixe et loyer, charge, salaire. Est-ce que vous pouvez répéter la question pour les gens qui sont en ligne? Oui, donc en fait, effectivement, monsieur demande en termes alors, je n'ai pas parlé de charge fixe, j'ai vraiment parlé moi de décaissement et d'encaissement. Ce n'est pas que les charges fixes, c'est aussi les charges variables en lien avec votre activité. Si vous savez, justement, je reprends l'exemple de mon client, gros chantier, il prend un très gros chantier avec un gros besoin en matière première. Il ne fait pas son suivi de trésorerie. S'il avait fait son suivi de trésorerie, il aurait dû dire, mon chantier, je vais commencer à le produire à telle date, donc je vais commencer à commander mes produits à telle date, je serai livré là, et je devrais payer à cette date-là. Et là, il aurait vu, en fait, comment je fais pour payer ma matière première. Ça va être compliqué parce que je n'ai pas suffisamment. Le chantier, il est rentable, hein, pas de problème. Mais sauf que le chantier, il sera vendu. En plus, c'est un chantier qui est assez long, donc il sera vendu en plus sur l'exercice suivant, quoi. Donc, gros souci de trésorerie, là, à l'instant T. Donc, non, ce n'est pas que de la charge fixe qu'il faut anticiper, c'est toutes les charges de l'entreprise, anticiper le mieux possible. Souvent, moi, on dit ça des experts comptables aussi, on prend toujours une marge de sécurité. On prévoit toujours la ligne d'hiver, on ne sait pas ce qu'on y met, on ne sait pas ce qu'il y aura, mais il faut toujours l'anticiper parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, ce qui n'est pas prévisible. Ça, je pose la question parce que sur le dernier point, j'ai 2-3 mois de charge fixe. Mais ce n'est pas forcément suffisant. C'est pas forcément. En fonction de l'activité, oui. Ça peut être différent dans le cadre de votre client. C'est du BFR qu'il faut mettre, surtout s'il sait qu'il y a des grosses entreprises. Oui. C'est pas forcément suffisant, ça on est d'accord, mais déjà d'avoir 2-3 mois de charge de fixe de côté, c'est déjà pas mal. Parce que s'il faut en plus prévoir toutes les charges variables et mettre en réserve, ça veut dire qu'on va avoir quand même beaucoup de trésors. Mais c'est déjà un bon début. Il va nous rester 3 minutes. Ok, je vais aller plus vite. Donc, quelques solutions quand on est en difficulté. On appelle donc son expert comptable, on appelle ses partenaires. Et puis, on peut aussi, donc dans ces partenaires, on peut aussi appeler son banquier qui a des solutions de trésorerie à vous offrir, qui peuvent être de la facturage, de l'escompte. Donc, on peut renégocier les échéances, ça j'en ai déjà parlé.
Et puis après, quand on a des besoins de structurer un peu plus long, bien sûr, on a la banque ou d'autres partenaires qui peuvent nous permettre d'avoir des échéances, des emprunts qui peuvent financer des activités un peu plus longues. Je vais un peu vite du coup sur le sujet. En conclusion, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il faut anticiper, il faut mettre un suivi. Le suivi de trésorerie, c'est pour moi, c'est la base. On ne peut pas gérer une entreprise sans suivi de trésorerie, mais ce n'est que la base. Il faut aller sur un autre suivi ensuite, qui est le suivi d'activité, le suivi de la rentabilité, du chiffre d'affaires. Mais déjà, à minima, faites commencer cet après-midi, demain, ce week-end, commencez à faire votre suivi de trésorerie, à anticiper. Parce que si vous n'anticipez pas, et si jamais à un moment donné, il y a un gros chantier ou il y a un moment de difficulté, vous ne pourrez pas voir en fait que le mur approche et vous allez vous prendre en pleine face. Donc l'anticipation, c'est le nerf de la guerre dans la gestion des entreprises. Et donc, il faut absolument que vous mettiez en place ce suivi. J'ai essayé de faire un tableau Excel qui est le plus simple possible, voilà, qui n'avait pas beaucoup de formules Excel, etc., pour que vous puissiez vraiment l'utiliser au quotidien et pouvoir anticiper au quotidien vos sujets. D'accord? Donc, il pourra vous être communiqué par monsieur. Okay. N'oubliez pas de solliciter votre expert comptable. On est là à vos côtés. Alors, je sais qu'on entend souvent qu'on est très pris. Oui, on est très pris, mais quand on a un client en difficulté, on sait être à ses côtés. J'ai jamais laissé personne sur le bas-côté. Donc, appelez vos experts comptables, appelez vos collaborateurs, sollicitez-les. Et si vraiment vous n'avez pas d'écoute, voilà, il y a d'autres acteurs sur le département qui peuvent vous accompagner. Monsieur Godin en parlera. Et Madame Tony aussi. Voilà, merci. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être parmi vous ce matin. Laurence Saulnier, je suis conseillère entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie, donc à La Roche, sur la Vendée, plus spécialement sur une thématique de financement. Que tout le monde m'entend, c'est bon. Quand il y a des projets d'investissement, lorsqu'il y a des difficultés, c'est un peu le cas ce matin, on va vous parler de trésorerie. Isabelle a commencé à le faire. Donc, toute la partie plan de trésorerie, je pense que vous avez compris la nécessité d'avoir un tableau de suivi de trésorerie. Donc, moi, je suis partie sur une autre approche. Je ne voulais pas être redondante avec… Marche pas? Pardon. Oui, ça marche pas. Vers l'écran. Ah. J'ai un fluide… Donc oui, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un autre outil qui est proposé donc, par la CCI, qui s'appelle Comment va ma boîte? C'est un outil qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sur le site de la CCI Vendée, thématique entreprise, financement, et tout en bas de cette page, vous avez des petits outils tout en bas de page. Donc, Comment va ma boîte, qui a été déployé donc, par nos collègues de la CCI Aquitaine, juste après Covid. On s'est dit, faut créer un outil qui soit simple, rapide, un autodiagnostic. En fait, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. Isabelle parlait des devoirs pour cet après-midi ou ce week-end par rapport au plan de trésorerie. Là, c'est hyper simple, donc gratuit, rapide, ça prend 5 minutes. Vous voyez 30 questions pour lesquelles on vous demande de répondre par oui ou par non, sur 4 thèmes abordés. Donc, je vais réessayer. Tac, ça marche. Donc, les thématiques abordées sont les suivantes. La situation financière. Donc, savoir si aujourd'hui, je rencontre quelques difficultés pour payer mes collaborateurs. Est-ce que j'ai eu recours au chômage partiel? Enfin, il y a tout un panel de questions auxquelles vous répondez par oui ou par non. Action commerciale et digitale, c'est faire un focus sur votre activité. Est-ce que vous avez gagné des clients ou au contraire, est-ce que vous en avez perdu? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que c'est un site marchand? Quel est le volume de courant d'affaires en fait sur ce site? Ensuite, on passe en détail donc la relation client et fournisseur. Est-ce que parmi les clients, vous en parliez tout à l'heure, les délais de règlement s'allongent? Moi, hier, j'étais en entreprise hier matin, on a constaté que 50% de leurs clients ne respectaient pas leur délai de règlement. D'où l'idée de dire faut être proactif et aller chercher du financement. Ce n'est pas à l'entreprise de faire la banque, tout simplement. Et de même, parmi vos fournisseurs, voir si par rapport au délai de règlement aujourd'hui, il y a des petites choses à aller capter pour être plus
plus à l'aise en fait par rapport à sa trésorerie. Et enfin, le dernier focus, c'est sur la situation administrative et comptable de votre entreprise. Est-ce que je suis à jour dans mes déclarations? Est-ce que, comment dire, j'ai dû négocier également des délais auprès de certains organismes? Oui, non. Est-ce que je vois régulièrement mes conseils? Donc, experts comptables, même s'ils sont très pris, surtout sur cette fin d'année, mais bon, ils sont quand même disponibles. Donc, experts comptables, avocats, votre banquier également, hein. C'est une personne à ne pas négliger. Donc, ce questionnaire, il reprend en compte ces 4 thématiques auxquelles vous répondez par oui ou par non. À l'issue de ce questionnement, vous avez donc l'attribution d'une note pour votre entreprise avec une analyse donc, sur les 4 thèmes abordés et puis les préconisations. Parce que faire un diag, c'est bien, mais l'idée, c'est quand même que ce soit utile. Et donc, en fonction de, comment dire, de ce que vous voulez, je suis en avance là, mince. Par rapport à, comment dire, au remplissage de ce test, 2 options. Vous pouvez le faire de façon anonyme, donc pas de traces. Moi, je sais qu'il y a eu un questionnaire qui a été rempli, mais je ne sais pas qui. En revanche, j'ai le résultat des questions. Ou alors, vous pouvez vous identifier clairement en laissant vos coordonnées et en indiquant aussi, en cochant une case, je souhaite être appelé par un conseiller CCI ou pas. Vous pouvez très bien laisser vos coordonnées aussi en disant je veux pas être contacté. On sait que vous avez utilisé l'outil, ça s'arrêtera là. Il n'y a pas de difficulté. Et sinon, de façon anonyme, pas de problème, vous pouvez également vous situer. Un petit exemple, on a fait une capture d'écran avec Laurent pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, très simple, hein, sur la partie gestion administrative et comptable. Votre compta est-elle à jour? Établissement de facture, transmission d'expert comptable, etc. Oui, non. Vous cochez. Avez-vous le recours cette année au chômage partiel? Oui, non, pareil. Échangez-vous au moins une fois par mois avec vos conseils? Votre entreprise est-elle à jour de ses déclarations et charges sociales? Donc, vous passez en revue toutes ces questions et à la fin, vous aurez votre notation. Vous saurez vous situer. Alors là, c'est alarmiste un petit peu, hein. 0 à 4, situation de faillite, ça veut dire qu'il faut vraiment se réveiller et mettre en place un plan d'action histoire de remonter les choses. Sinon, après, on a d'autres outils qui peuvent exister, hein. Monsieur Godin va en parler après. Entre 4 et 6, je suis entre 2 eaux, ça va pas trop mal, mais c'est perfectible. Et plus que 6, c'est plutôt une navigation sereine et il y a peut-être des ajustements à faire, mais on est vraiment à la marge. C'est plutôt rassurant d'être supérieur à 6. Donc, un seul lien de connexion, je vous l'ai dit, hein, le site internet de la CCI Vendée, ou alors vous tapez comment va ma boîte.vendée.cci.fr et vous avez accès directement donc, à ce questionnaire qui est hyper simple. Donc voilà, je vous remercie. Moi, j'ai voulu faire synthétique, pratique. Vous pouvez me contacter sans problème sur mon portable à la CCI et je me ferai un plaisir d'avancer vous voir dans vos entreprises. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Céline Perrault, je travaille pour la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire et je suis à la tête d'un centre d'affaires entreprise qui ne s'occupe que des entreprises du naval et du nautisme en Bretagne et en Pays de Loire. On a environ 300 clients avec un tropisme assez marqué quand même sur l'univers du nautisme. On est également partenaire de la SEM. Compléter les présentations qui ont été faites précédemment par une analyse un peu plus technique des concours court terme qui sont possibles d'obtenir auprès des banques. Je confirme tout ce qu'a dit Isabelle. Pour nous, ce qui est important, et pour les chefs d'entreprise, ce qui est très important, c'est la trésorerie. La trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre. Une entreprise peut bien se porter, mais se trouver en difficulté à un moment donné de sa vie parce qu'il n'y a pas de trésorerie disponible. Alors, qu'est-ce qu'un crédit court terme? On peut déjà commencer à le définir. Au contraire des crédits moyen, long terme qui sont en général très bien maîtrisés par les chefs d'entreprise. Un crédit moyen à long terme, c'est un crédit sur 3 ans, sur 5 ans, sur 7 ans, sur 15 ans. C'est un crédit qui est amortissable dans un bilan comptable et c'est un crédit sur lequel on sait exactement ce qu'on finance. On finance un immobilier, on finance un véhicule, on finance une ligne de production et on sait exactement pourquoi on achète ce bien pour produire de la valeur. On arrive à peu près à bien quantifier les choses. Un crédit court terme, c'est un peu différent, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus difficile à appréhender pour celui qui demande et pour le banquier qui doit analyser la demande parce que par définition, on vient financer le BFR dont on a parlé tout à l'heure, donc le cycle d'exploitation. C'est plutôt de l'immatériel, c'est plutôt lié à des besoins qui ne sont pas forcément tangibles et matériels. La
particularité, c'est qu'il n'est pas amortissable dans le temps. C'est-à-dire que c'est un crédit qui doit se rembourser dans un délai court et en général un délai maximum d'1 an. Et il est tous les ans soumis à révision avec votre établissement bancaire. Alors évidemment, je parle au nom de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, mais ce que je vous propose là est complètement générique et ce sont des solutions qui sont proposées par toutes les banques. Chacune a sa méthode et son approche, mais toutes les banques proposent ce type de service. Les concours court terme sont en général accessibles aux sociétés qui sont en bonne santé financière, donc dont la structure le permet, qui ne sont pas en impasse de trésorerie déjà, et qui nécessitent, comme Isabelle l'a souligné tout à l'heure, une très bonne anticipation et une très bonne connaissance de son cycle d'exploitation. Ils sont liés aux besoins du cycle d'exploitation et généralement remboursés par ce même cycle d'exploitation. Et ça permet effectivement de décréter les pics de trésorerie en fin de mois. Donc, le fin de mois, c'est les petites tensions liées au paiement des salaires, au paiement des charges sociales, certains fournisseurs dont on peut souvent décaler les choses, mais les salaires, on ne les décale jamais. Et parfois, on peut avoir du mal à sortir la trésorerie pour les payer. Un crédit court terme permet aussi de sécuriser les approvisionnements des fournisseurs. Le fournisseur n'est pas votre banquier, ça a été dit tout à l'heure. Et vous n'êtes pas le banquier de vos clients. Donc, ces solutions permettent de réunir la zone des possibles. Lorsqu'on paye ses fournisseurs à 3 mois et qu'on se fait payer à 3 mois, ça permet de réduire cette zone, ce qu'on appelle le BFR principal. Et j'ai mis une petite capsule. Effectivement, il permet de pas trop tirer sur les délais fournisseurs et de conserver avec eux une relation saine. On peut de temps en temps demander un décalage ponctuel à un fournisseur, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Isabelle, on ne peut pas le demander en permanence. Et lorsqu'on a une échéance courante avec un fournisseur qui n'est pas payé, évidemment, ce fournisseur va être un petit peu plus attentif à la prochaine commande. Et de fil en aiguille, ça peut amener comme des difficultés relationnelles. Si le fournisseur est stratégique, c'est évidemment embêtant. Et ça peut accessoirement aussi, si ça se répète trop, avoir des impacts sur vos cotations Banque de France et enchaîner derrière une mécanique qui peut devenir compliquée. Je ne vais pas forcément revenir sur les événements qui peuvent générer un besoin de financement à court terme. Isabelle en a parlé tout à l'heure. Mais puisqu'on est dans un événement lié au nautisme, on peut quand même parler de la saisonnalité parce que c'est une demande qu'on nous fait régulièrement. Dans le nautisme, classiquement, on a besoin d'avoir des stocks qui rentrent en octobre, novembre, décembre pour préparer la saison qui, elle, commence en avril, mai, juin et pour se terminer aux environs du mois de juillet. Donc, en fait, il y a un besoin de trésorerie très lourd l'hiver, alors même qu'on a moins de ressources à cette période-là. Donc là, ça peut nécessiter de trouver et de mettre en place des solutions. Également, bien sûr, dans une activité saisonnière, peu de ressources financières sur l'hiver, mais des charges fixes qui restent constantes. Les salaires sont là, les loyers sont là, les charges fiscales sont dues, les charges sociales également. Et le financement des reprises. Exactement. Exactement. Alors, l'analyse du BFR, je ne vais pas forcément vous faire l'affront de commenter le cycle d'exploitation. Je pense que vous savez tous qu'il y a du crédit fournisseur, du crédit client, et en fait, on finance, lorsque c'est un crédit court terme, c'est toute cette zone au milieu qui souvent fait l'objet de tensions, puisque l'argent est dehors des deux côtés, et vous avez vos charges à payer. Les sociétés qui ont besoin de crédit court terme, en général, sont un modèle de BFR positif. Ça veut dire qu'à un moment T de la vie de l'entreprise, il y a plus de besoins que de ressources, et c'est là qu'on vient chercher son partenaire financier pour financer ça. Donc, la bonne anticipation, la mise en place d'outils de pilotage dont on a parlé tout à l'heure sont des éléments indispensables parce que ça permet de savoir dans le temps à quel moment vous allez avoir besoin de ce financement court terme, combien de temps il va durer, quel va être son pic haut et comment il va pouvoir se rembourser et à quel moment. Alors là, ce que je vous propose, alors on a un petit quart d'heure, hein, on ne va pas aller très très loin dans la technique, mais c'est vraiment des grands agrégats, des solutions accessibles dans toutes les banques, avec les grandes caractéristiques. Bien sûr, je vous invite, si vous avez des questions, à me les poser.
La première des solutions que tout le monde connaît, peu ou prou, ce sont les découverts ponctuels et permanents ou les crédits de campagne ou appelés également billets de trésorerie. Donc, ces solutions-là permettent de couvrir ponctuellement les fins de mois ou les fins de trimestre. Fins de trimestre sont souvent des moments de tension avec notamment le règlement de l'URSSAF qui survient. Permet de couvrir un décalage ponctuel de trésorerie et c'est un crédit qui est accessible à toute entreprise, qu'elle travaille uniquement avec des particuliers ou qu'elle travaille également avec d'autres sociétés en fait. Classiquement, l'analyse de la banque en termes de montant, on se dit que jusqu'à 60 jours de chiffre d'affaires, c'est un crédit qui est accessible. Au-delà, on commence à financer autre chose qu'un cycle d'exploitation et ça peut mettre potentiellement l'entreprise en difficulté. Donc, on n'aime pas trop bien aller au-delà de 60 jours de chiffre d'affaires. Et dans le fonctionnement d'un découvert, c'est voué à avoir un oscillogramme qui remonte créditeur régulièrement. Ce n'est pas voué à être utilisé en mode débiteur en permanence. Le crédit de campagne, c'est un petit peu différent, le billet de trésorerie. C'est un crédit dont la durée et le montant est connu au démarrage. C'est-à-dire qu'on met 100 000 euros, la banque met une ligne de 100 000 euros, par exemple de novembre à avril. Et sur cette ligne de 100 000 euros, vous pouvez émettre des billets. Vous avez besoin de 30 000 euros sur une période d'un mois. Vous pouvez aller tirer vos 30 000 euros. Vous savez que vous les remboursez au bout d'un mois. Ça, typiquement, ça permet vraiment de financer des stocks de pré-saison. Ça permet de financer la période creuse dont on a parlé tout à l'heure. Et le montant est apprécié pas forcément trop en jours de chiffre d'affaires, mais là, pour le coup, selon vos stocks, selon vos BP, donc le stock derrière un BP business plan, activité et trésorerie, et votre activité professionnelle de reprise de saison, les ventes estimées face au stock que vous avez fait rentrer dans votre entreprise. Il doit bien sûr être remboursé à l'échéance et un petit mot spécifique pour la profession, ce n'est pas un floor plan. Les floor plans, ce sont d'autres mécanismes qui financent les stocks, la rotation des stocks. Un court terme ne finance pas un stock de bateaux, par exemple. Sur ce deuxième pavé, c'est un peu plus technique et ça ne s'adresse pour le coup aux entreprises qui travaillent avec des sociétés en face d'elles, puisqu'on va s'adosser au poste client. Le poste client, il est souvent peu utilisé ou pas assez utilisé. Ça peut être un levier assez puissant pour aller chercher de la trésorerie. Donc là, le principe général de ce que je vous présente là, c'est d'anticiper le règlement des factures clients, c'est-à-dire de vous appuyer sur vos factures ou sur vos effets de commerce pour faire entrer l'argent avant l'échéance. En général, on peut financer jusqu'à 80% du montant de nos factures et on travaille sur des effets ou sur des factures qui oscillent entre 10 jours. En dessous de 10 jours, ça ne vaut pas trop le coup d'aller mobiliser ces factures et ces effets de commerce. Et jusqu'à 90 jours, qui est en général un délai maximal accepté par les banques. Deux techniques pour la vie avec la DAI ou l'escompte. La DAI, on travaille sur des factures non échues. Ce qui est intéressant, souvent utilisé, alors la banque aime bien travailler sur des créances certaines, évidemment, et non pas des créances en germe. Il faut que la facture soit émise. Et on mobilise très facilement, par exemple, la TVA. La TVA, ça se mobilise d'une façon très simple et ça fait rentrer la trésorerie et ça permet d'assouplir le dispositif. Et l'escompte, on travaille sur effet de commerce. Donc, la banque prend l'effet de commerce, vous paye et se fait rembourser à l'échéance. Sur ces deux techniques-là, la banque peut choisir les créanciers, c'est-à-dire que nous, on joue un peu le rôle d'assurance crédit. Si on a un client en face, un de vos clients qui nous paraît fragile, on peut choisir de ne pas le prendre parce qu'on estime qu'il y a un risque d'impayé qui est fort. Et il est important de noter que dans cette solution-là, vous restez responsable du bon paiement à l'échéance. C'est-à-dire que si vous avez un impayé, la banque vient vous chercher pour régulariser cet impayé et rembourser. Alors ça, c'est quand même un aspect très important de la chose. On n'a pas du tout parlé d'assurance crédit et puis de la sécurisation du poste client, mais c'est évidemment un point sur lequel on ne peut que vous engager très vigilant, tout comme les clients qui vous payent avec retard de façon répétée.
faire attention à ne pas engager trop de commandes successives avant d'être réglé de la commande précédente ou celle encore d'avant. On voit beaucoup d'entreprises qui, parce qu'elles ont besoin de travailler, acceptent de continuer avec des clients qui payent mal, et ça finit à un moment ou un autre quand même par poser problème. Dans le cas de la facturage, le facteur a un peu mauvaise presse en général parce que historiquement, il était un peu réservé aux entreprises en difficulté. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le facteur est vraiment maintenant utilisé comme un outil de pilotage de sa trésorerie assez robuste. Le principe du factor, c'est très simple. Alors, la capsule est très générique, hein, il y a plein de techniques dans le factor, mais le principe est assez simple, c'est que vous cédez vos factures à une société extérieure. Donc, elle devient propriétaire de vos créances. Donc, charge à elle de vérifier la santé financière de l'entreprise dont elle prend la facture. Elle peut en refuser aussi. Le facteur peut prendre tout ou partie de votre poste client. Donc, là aussi, c'est intéressant parce que vous pouvez vous mobiliser les factures après négociation avec le facteur qui vous semble les plus intéressantes à mobiliser. Souvent, c'est les plus grosses. Et dans ce cas-là, la société délègue, puisqu'elle les vend, l'intégralité de la responsabilité de cette facture. Donc, si un impayé, vous n'êtes pas appelé en responsabilité, c'est le facteur qui prend pour vous. J'ai voulu parler des cautions bancaires. Isabelle en a parlé tout à l'heure. C'est un dispositif qui peut être intéressant dans certains cas. Ça peut concerner les chantiers navals qui, lorsqu'ils vendent un bateau relativement cher unitairement, le client particulier va demander un acompte, enfin une caution de restitution d'acompte, ou en tout cas va vérifier que l'entreprise a la capacité de lui rembourser son acompte si le bateau ne peut pas être livré, quelle que puisse être la raison. Ça peut aussi concerner une entreprise qui prend un gros marché. Isabelle, vous en avez parlé tout à l'heure. Par exemple, les entreprises qui travaillent avec les chantiers de l'Atlantique, gros donneurs d'ordre de la région, ou d'autres, peuvent être amenés à devoir cantonner sur un compte séquestre le montant, en général de 10% de la commande qui a été prise. C'est de la mobilisation de trésorerie potentiellement inutile, parce que cette trésorerie, elle est cantonnée, vous ne pouvez pas l'utiliser par autre chose, elle ne vous appartient plus dans la théorie. La banque peut se substituer à ça, c'est-à-dire que c'est la banque qui prend l'engagement, s'il y a le moindre problème, à payer pour vous. Donc ça, c'est intéressant parce que votre trésorerie est conservée pour vos besoins d'exploitation et ça se transforme en engagement bancaire. Donc nous, on s'adosse en général sur le contrat, on veut voir, on veut regarder les termes de paiement, les conditions, etc. Et on émet cette garantie pour votre compte. Et j'aurai un petit mot sur les coûts après, c'est effectivement une solution qui a un coût de 1 à 2% en général selon les banques du niveau. Je ne vais pas tout déployer parce que Laurent va me faire les gros yeux, je pense, mais toutes ces solutions qu'on a déployées sur le marché domestique sont aussi déployables sur les marchés à l'international. On peut trouver des solutions pour sécuriser les approvisionnements, pour gommer le risque de change et pour anticiper les règlements des commandes des contrats qui sont passés. Alors, ça va être peut-être un petit peu redondant avec ce qui a été dit tout à l'heure, mais j'ai fait un petit pavé quand même sur les questions que l'entreprise doit se poser, que la banque se pose, et puis un petit point de synthèse d'avant. Pour analyser son cycle d'exploitation, l'entreprise doit vraiment connaître ses échéances futures, disposer d'outils de pilotage qui permettent pour elle-même d'anticiper et qui surtout permettent un bon dialogue avec son partenaire bancaire. Je l'ai dit tout à l'heure, la banque, c'est un prêteur, et c'est un prêteur qui veut savoir ce qu'elle finance. Un crédit d'exploitation, il n'est pas forcément causé sur du matériel, mais on doit quand même comprendre ce qu'on finance. De toute façon, on finance quelque chose. Et ce qu'on ne veut pas financer, c'est des pertes. M. Godin en parlera à la suite. Il y a aussi des solutions lorsqu'on finance ce genre de choses. Mais ce sont bel et bien les outils de tableau de bord qui vont permettre de discerner ça. Donc, quel impact va avoir le contrat que je suis en train de prendre sur ma trésorerie? Quand est-ce que le besoin va survenir? Combien de temps il va durer? Et comment je dois l'anticiper? La stratégie vis-à-vis des impayés, extrêmement important, souvent sous-estimé. Lorsqu'on a un impayé, ce n'est pas seulement du chiffre d'affaires qui ne rentre pas, c'est aussi de la marge qui ne rentre pas, et donc de la rentabilité intrinsèque. Donc ça, c'est très important de se poser la question. Il y a plein d'assureurs qui peuvent faire le travail, à la SFAC, la COFAS, mais il y a aussi votre propre analyse et votre propre organisation interne qui doit vous prévenir
des clients qui peuvent avoir des difficultés de paiement. C'est souvent un crève-cœur de refuser une commande, mais parfois, il faut avoir le courage de le faire parce que ça peut vraiment mettre l'entreprise en difficulté. Est-ce que j'utilise suffisamment bien les leviers qu'offre mon poste client? Parce qu'il y a des vrais leviers qui sont puissants avec vos effets de commerce, avec vos factures, et la banque a une approche qui est un peu plus sécurisée avec ces techniques-là qu'avec un découvert classique, puisqu'elle sait qu'elle s'adosse à un contrat commercial qui est constitué, qui a été négocié et qui sera payé. Et bien sûr, se poser la question des modalités de règlement et de paiement des fournisseurs. Le banquier, lui, qu'est-ce qu'il va essayer de regarder? Il va essayer de comprendre si le chef d'entreprise est en bonne maîtrise de toutes ces métriques-là. Parce que si le chef d'entreprise est en bonne maîtrise alors hors aléas, les aléas évidemment arrivent toujours dans une entreprise, mais lorsqu'il y a des outils de pilotage qui sont cohérents, qui sont robustes et qui sont revisités régulièrement, ça inspire une grande confiance parce qu'on sait que les besoins seront anticipés et on a un indice de confiance de remboursement qui est du court terme, qui est satisfaisant. Donc nous, on est très souvent appelé sur un découvert, sur un billet, et on demande à l'entreprise, est-ce que vous avez tiré un BP de trésorerie sur 3 mois, sur 6 mois, au moins jusqu'à l'échéance du billet? Et souvent on dit, bah non, mais ça va se passer comme ci, comme ça, etc. Et pour nous, c'est compliqué parce qu'on ne comprend pas vraiment le cycle qu'on est en train de financer. Donc, ces outils prévisionnels sont extrêmement importants pour nous. Et puis, on va bien sûr vérifier que les crédits de court terme sont en adéquation, tout comme le tribunal de commerce dans une procédure amiable bien vérifier, les crédits de court terme sont en adéquation avec les capacités réelles de l'entreprise. On doit résumer, il y a un point d'attention important, les crédits court terme sont donc des crédits ponctuels, 12 mois maximal, et ce sont des crédits qui peuvent être dénoncés par la banque. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des crédits permanents. Au contraire, ce n'est pas une ressource stable. Voilà. Au contraire d'un crédit moyen terme, dans l'annexe 8 du bilan, vous avez les crédits moyen long terme et vous avez la poche court terme. La poche court terme, elle est importante parce que ce sont des crédits qui sont instables. En cas de difficulté de remboursement, on peut négocier, bien sûr, et le renouveler, mais lorsque ça devient trop compliqué, la banque peut être amenée à dénoncer. Et la dénonciation, ça veut dire que vous avez 60 jours pour trouver une solution pour rembourser votre banquier. Donc, c'est quand même un point très important à avoir en tête. Ces solutions ont un coût, en général basé sur l'ester, donc c'est variable. Donc, il faut aussi savoir intégrer ces coûts de fonctionnement dans vos BP de trésorerie. Et puis, bien sûr, ma dernière phrase ici, on peut travailler ces courts termes lorsque c'est un petit peu difficile de prendre une décision, comme on dit dans notre jargon, en blanc. On vient chercher des garanties supplémentaires, on peut venir chercher la caution du dirigeant, dans certains cas, la caution de BPI, ou on peut aussi s'adosser sur votre stock pour le prendre en garantie et sécuriser notre engagement. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est l'occasion de venir présenter le tribunal de commerce et son activité de prévention. L'idée, ce sera aussi peut-être de dédiaboliser un petit peu ce qu'est un tribunal de commerce. En propos liminaire, je dirais que nous sommes dans un contexte aujourd'hui économique, si on fait une analogie avec le milieu maritime, de gros temps, sans réelle perspective de sortie de crise. Un contexte extrêmement difficile pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise, avec une lassitude, une solitude, un épuisement que je constate au cours des différents entretiens que je peux mener. J'ai dû rencontrer 150 chefs d'entreprise depuis le 1er février, depuis ma prise de fonction. Et ce qui en ressort, c'est des difficultés qui, la plupart du temps, ne sont pas liées à des fautes de gestion. Souvent, ce sont des difficultés subies, un environnement subi. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une première connaissance, peut-être, ou une connaissance un peu plus étayée de ce qu'on fait au tribunal de commerce. Ce qu'il faudra en retenir, c'est que la porte
est toujours grande ouverte pour venir nous voir et nous parler. On a parlé tout à l'heure, Madame Rabon a parlé d'anticipation, a parlé de trésorerie. C'est vraiment les deux maîtres mots, effectivement, dans le cadre de la gestion de son entreprise. Et le tribunal de commerce, avec les outils dont on dispose, sans être magicien, pour autant, notre objectif, c'est d'aider les entreprises. Quelques éléments quand même pour voir, pour situer ce qu'est un tribunal de commerce. Un tribunal de commerce, qu'on appelle une juridiction de premier degré, c'est-à-dire que les jugements qui sont rendus peuvent faire l'objet d'un appel en cours d'appel. Il y en a 134 en France, à un ou deux près, qui regroupent 3450 juges. Les juges des tribunaux de commerce, c'est un peu une particularité, ce sont tous des chefs d'entreprise en exercice ou en retraite bénévoles. Bénévoles, voire mécènes. Pourquoi je dis mécènes? Parce qu'une robe de juge, ça vaut 800 balles, c'est à nous de la payer. Naturellement, on a des budgets qui sont réduits quasiment à zéro, qui reflètent l'état de la justice française. Le rôle d'un tribunal de commerce, c'est de tourner vers la justice économique. Donc, il y a deux grandes activités dans un tribunal de commerce. La première, c'est arbitrer les litiges entre commerçants et entreprises. Demain, vous avez un litige avec un de vos fournisseurs, avec un de vos clients entreprises, sur la livraison, par exemple, d'un navire sur lequel on n'est pas d'accord. Eh bien, potentiellement, ce litige pourra être traité devant les chambres contentieuses du tribunal de commerce. Il y a 3 chambres contentieuses à La Roche-sur-Yon qui se réunissent tous les premiers mardis de chaque mois. Donc, vous voyez, il y a eu 3233 décisions de justice rendues en 2024. La deuxième grande activité d'un tribunal de commerce, qui est peut-être la plus connue, c'est prévenir et gérer les difficultés d'entreprise. Hors secteur agricole, profession libérale et associations. Pourquoi? Parce que ces secteurs-là, aujourd'hui, sont encore traités par les tribunaux judiciaires. Il y a une expérimentation en cours visant à faire en sorte que ce soit les tribunaux de commerce qui s'occupent du secteur agricole, des professions libérales et des associations. Mais pour le moment, dans les tribunaux de commerce, c'est artisans, commerçants et sociétés commerciales. Quand il y a des cas de SCI, en théorie, les SCI, c'est les tribunaux judiciaires, mais au cas par cas, on peut quand même les traiter quand, par exemple, c'est une SCI propriétaire de bâtiments d'exploitation dans lequel le dirigeant exerce lui-même son activité. La logique veut que ce soit peut-être plus cohérent qu'on s'occupe de cette SCI, parce que souvent, ça veut dire aussi que la structure d'exploitation peut rencontrer des difficultés. Et donc, c'est une justice plutôt rapide et peu coûteuse pour l'État. Ben oui, parce que si on devait payer 3450 personnes chaque mois, chaque année, naturellement, ça ferait un coût d'exploitation de la justice un peu plus significatif. Pour les entreprises en difficulté, il y a 2 grands types de procédures, 2 grandes familles de procédures. Les procédures dites amiables ou préventives et les procédures dites collectives. Procédure amiable ou préventive, c'est lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés dans un premier stade, c'est-à-dire que les fondamentaux ne sont pas encore trop abîmés, ni l'endettement trop lourd. Et donc, ce sont des procédures dont les principales caractéristiques sont qu'elles sont confidentielles. Personne n'est au courant. Il n'y a aucune publication sur le CABIS, ni au BODAC, ni nulle part. Elles vont consister à négocier avec certains créanciers uniquement, contrairement aux procédures collectives, d'où le nom collectif. Ça veut dire qu'on met la collectivité des créanciers dans le bain de la négociation, alors que procédure amiable, on va aller négocier uniquement avec certains créanciers. Souvent, on va retrouver les banques, les administrations fiscales, sociales et potentiellement certains fournisseurs. Le dirigeant reste décisionnaire, c'est vous qui décidez de l'ouverture, de sa fermeture, c'est pas moi, c'est pas le tribunal de commerce. Et depuis le début de l'année, vous voyez, sur La Roche-sur-Yon, on a ouvert 118 mandats amiables auprès d'entreprises qui peuvent rencontrer certaines difficultés. Et à côté, lorsque malheureusement la situation est plus dégradée, il va y avoir un sujet réel de cessation de paiement. On va parler de procédures collectives, donc sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Elles, en revanche, elles ne sont pas confidentielles. Il y a une triple publication, CABIS, Journal d'annonce légale et BODAC. Tous les créanciers sont concernés. Le dirigeant n'est plus seul décisionnaire, c'est-à-dire que dans l'ordre croissant de gravité, le dirigeant perd la main progressivement sur certains actes de gestion de son entreprise.
Depuis le début de l'année, on a ouvert 419 procédures collectives à La Roche-sur-Yon, en augmentation de plus 15% à fin octobre. Donc, on voit bien que le contexte économique n'est pas bon. La pierre angulaire, c'est l'état de cessation de paiement, la trésorerie. L'état de cessation de paiement, pour résumer, c'est lorsqu'une entreprise n'est plus en capacité de faire face à ses dettes échues avec son actif disponible. Et la loi impose aux dirigeants, et ça c'est peu connu par les dirigeants, mais c'est normal, entre guillemets, je veux dire, chacun son parcours, chacun sa formation. La loi impose que lorsqu'on est en cessation de paiement, au maximum, au bout de 45 jours, on doit venir au tribunal de commerce déposer une déclaration de cessation de paiement, une DCP dans le jargon. Concrètement, c'est un imprimé de 8 à 9 pages dans lequel va être repris l'identité de l'entreprise, l'actif, le passif, les dettes échues, l'origine des difficultés. Si cette déclaration de cessation de paiement n'est pas faite, qu'elle se fait plus tardivement, après ce délai de 45 jours, il faut faire attention parce que potentiellement, ça peut être considéré comme une faute de gestion imputable au dirigeant par la suite, avec comme sanction ultime que le dirigeant ait à payer lui-même les dettes de l'entreprise. Ça veut dire que c'est vraiment à surveiller comme le lait sur le feu, cette notion de cessation de paiement et de trésor. Pour les procédures amiables, il ne faut pas être en cessation de paiement. Alors, on peut l'être dans certains cas lorsqu'il y a une cessation de paiement depuis moins de 45 jours, mais retenez que d'une façon générale, l'idéal pour ouvrir une procédure amiable, c'est de ne pas être en cessation de paiement. En revanche, lorsqu'une cessation de paiement est avérée, eh bien, malheureusement, on se doit d'ouvrir une procédure soit de redressement judiciaire. Redressement judiciaire, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a peut-être des perspectives de se redresser moyennant un étalement du passif qui peut aller jusqu'à 10 ans, ou liquidation judiciaire, soit la demande du dirigeant. Ça arrive souvent que des dirigeants viennent nous voir en disant « je veux arrêter ». Soit parfois la liquidation se fait parce qu'il y a une assignation de certains créanciers, qu'on s'aperçoit que l'entreprise a une situation trop dégradée, un endettement trop lourd, une baisse structurelle de l'activité, et que malheureusement, elle ne sera jamais en capacité, même en étalant les choses sur 10 ans, de rembourser tout son passif. Avec procédure amiable, mandat ad hoc et conciliation. Donc pour résoudre des difficultés économiques, juridiques, financières ponctuelles, par exemple, j'ai pris un impayé sur un client, 60 000 €, forcément, ça va me faire un petit peu défaut dans les jours à venir, mais à côté, j'ai un carnet de commande qui est plein. Bon, donc la situation, sans sauter de joie, non, c'est pas non plus dramatique. J'ai des travaux de voirie qui font que mon activité, pour le moment, elle plonge. Des problèmes de gouvernance, ça on le rencontre assez souvent, mésententes entre associés qui bloquent, qui paralysent l'entreprise. Et l'idée, si vous voulez, alors, impératif, donc ne pas être en cessation de paiement ou depuis moins de 45 jours, ça c'est pour la conciliation, mais par rapport au temps imparti, je ne peux pas se permettre de rentrer vraiment dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est pas de cessation de paiement idéalement. Suppose que l'entreprise soit viable une fois le problème résolu. Donc ça veut dire que ce n'est pas adapté à une entreprise étant trop abîmée, avec un environnement insurmontable, une baisse structurelle d'activité, de rentabilité. À l'initiative du chef d'entreprise, c'est, comme je le disais tout à l'heure, qui reste maître de la procédure et peut y mettre fin à tout moment. Après entretien préalable avec moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas non plus un acte administratif. Ces procédures, pour qu'elles aient un effet bénéfique, il faut qu'elles aient une crédibilité. Et donc, il ne s'agit pas de les ouvrir à mauvais escient. Le principe, si on en vient vraiment au cœur du sujet, l'idée de cette procédure amiable, c'est qu'on va faire nommer une sorte de super négociateur, qu'on va appeler mandataire amiable, par le biais d'une ordonnance du tribunal. Ce super négociateur va bénéficier de l'onction du tribunal de commerce, et quand il ira voir les créanciers pour aller négocier, il aura plus de poids et également les bons interlocuteurs que vous, si vous y allez en direct. Si je prends l'exemple des banques, par exemple, souvent, quand une entreprise rencontre des difficultés, pour le chargé de clientèle de l'agence entreprise ou de l'agence de proximité, ça peut vite devenir un peu une patate chaude, en disant, bon, là, c'est moi qui ai financé ce client il y a à peine 1 an, il y a 2 ans, aujourd'hui, on rencontre des difficultés,
Moi, au quotidien, chargé d'affaires entreprise ou chargé d'affaires pro, je ne suis pas un spécialiste non plus de ces procédures, et c'est bien normal. Bref, ça peut créer un malaise. Le mandataire nommé, souvent, les banques ont mis en place des structures dédiées pour s'occuper des entreprises qui rencontrent des difficultés. Aujourd'hui, j'entends souvent le terme service affaires spéciales. C'est un peu le terme à la mode depuis quelques temps. Mais ça veut dire que le mandataire aura tout de suite les bons interlocuteurs qui, eux, ça ne leur fait pas peur de regarder un dossier d'entreprise qui a quelques difficultés. C'est son job au quotidien. Deuxièmement, souvent, il sera décisionnaire ou il aura accès plus facilement aux décisionnaires. Et donc, potentiellement, ça peut avoir un effet, une meilleure crédibilité. Si moi, je suis la banque et qu'un dirigeant vient me voir, il va me présenter une belle chanson, et peut-être qu'au fond de moi, je me dis, le dirigeant ne me dit peut-être pas tout non plus. Peut-être qu'au niveau URSSAF, il est un peu plombé, peut-être qu'au niveau de ses fournisseurs, ce n'est pas non plus terrible. Si c'est un mandataire nommé par le tribunal de commerce, normalement, le mandataire, il ne va pas me la faire à l'envers. Il va me présenter une situation globale de l'entreprise. Donc, c'est plus rassurant pour moi, la banque. Mais la même chose si je suis le représentant de l'URSSAF ou des impôts. J'aime autant avoir affaire quelque part à un mandataire nommé par le tribunal qui va me présenter une situation globale plutôt qu'aux dirigeants directement. Il arrive parfois que des dirigeants viennent me voir à la demande de leur banque, à la demande des services de l'État, en disant, écoutez, OK, on vous a reçu, on voit les difficultés, sur le principe, pourquoi pas vous accompagner. Allez donc voir le tribunal de commerce, ouvrir une procédure amiable, et puis on se revoit ensuite dans un cadre qui va être un peu plus normé, un peu plus sécurisé pour nous. Voilà, l'idée, c'est ça. Souvent, une des premières actions que fait ce mandataire, c'est qu'il demande un gel des échéances de prêt, alors au moins pour la part en capital, ce qu'ils appellent dans le jargon un standstill. On gèle les mensualités de crédit, également de maintenir les découverts autorisés, en gros de dire aux banques, écoutez, on est nommé par le tribunal, on va revenir vers vous assez vite avec un prévisionnel d'activité, prévisionnel de trésorerie. D'ici là, idéalement, s'il vous plaît, ne faites rien de dommageable, c'est-à-dire maintenez vos autorisations de découvert, acceptez de suspendre pour le moment vos prêts, et on se voit très vite pour voir ensemble et vous présenter éventuellement une solution de sortie par le haut. D'une façon générale, les banques jouent le jeu. Je veux dire, à partir du moment où, naturellement, le dossier tient la route. En revanche, si la situation, malheureusement, est ce qu'on appelle irrémédiablement compromise, là, ça n'a plus de sens. Hop. Donc, le distinguo, mais je vais pas. Souvent, on commence par l'ouverture d'un mandat ad hoc parce qu'il n'y a pas de limite dans le temps de la négociation. Et ensuite, on passe en conciliation. Pourquoi? Parce qu'en conciliation, les accords peuvent faire l'objet soit d'un accord de droit privé simple, soit peuvent être constatés par le président du tribunal de commerce, ce qui permet d'avoir un titre exécutoire pour les créanciers, soit ils peuvent faire l'objet d'une homologation. Mais par rapport au temps, je crois qu'on n'est pas en avance. Mais l'idée, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est il y a ces deux types de procédures. Dans un premier temps, souvent, on ouvre un mandat ad hoc pour laisser le temps à la négociation, et le moment venu, on convertit en conciliation. Les limites et inconvénients de ces procédures. Ce qu'on disait depuis le début, ça présuppose que l'entreprise dispose encore de bons fondamentaux, qu'elle ne soit pas en cessation de paiement. Pas de possibilité d'imposer la négociation au créancier. On reste dans un cadre amiable. Voilà. Donc, si un créancier dit, écoutez, c'est bien gentil ce que vous me dites, mais moi, non, on ne peut rien lui imposer. Donc, effet de levier moins important qu'en procédure collective, parce que oui, le gros effet de levier d'une procédure collective, c'est qu'on gèle le passif et potentiellement, s'il y a une restructuration opérée, les salaires, on l'a dit, du mois d'avant peuvent faire l'objet d'une avance. Si on doit se séparer de certains collaborateurs ou collaboratrices, les indemnités peuvent aussi faire l'objet d'une avance. Donc, on voit tout de suite que l'effet de levier va être beaucoup plus fort. En procédure amiable, on n'a pas ça. En procédure amiable, j'allais dire, on peut demander un gel des créances, un réétalement 24-36 mois, une restructuration d'endettement bancaire, on ne peut pas l'imposer. Attention, autant quand on est en procédure collective, les crédits restent à leur condition de taux d'origine. Un prêt qui a été fait, admettons, à 1% il y a 3 ans, il restera à 1%. En procédure amiable, si un prêt a été fait à 1% il y a 3 ans, aujourd'hui, s'il fait l'objet d'une restructuration, il pourra l'être aux conditions de taux et de refinancement d'aujourd'hui. Potentiellement, on peut voir un prêt qui passe de 1 à 3, 4%.
Et, il y a un coût, les honoraires du mandataire, selon la taille de l'entreprise, selon la complexité du dossier. Je vais dire, la fourchette standard, c'est entre 2 et 4 000 euros. Maintenant, si c'est une entreprise qui emploie 400 personnes, ce sera plus que 4 000 euros. Hein, forcément. Après, dans ces procédures-là, le mandataire nommé peut faire aussi planer, entre guillemets, dans la négociation, vis-à-vis d'un créancier, la menace de basculer en procédure collective. De dire, écoutez, là aujourd'hui, on vient vous voir à l'amiable, hein, dans un cadre confidentiel. On pense objectivement qu'il y a moyen, si on suspend, si on restructure un peu l'endettement, de passer cette mauvaise période. Hein, et si jamais on ne trouve pas d'accord, si on bascule demain en procédure collective, là, ça va plus être la même limonade. Parce que le créancier va se faire tordre le bras, hein, va se voir geler son passif, pourra se voir imposer un délai de règlement sur 10 ans de sa créance. Et 10 ans, ce n'est pas 10% par an. Hein. C'est 2% la deuxième année, 2% la troisième, 2% la quatrième. Bref, on commence vraiment à rembourser à partir de la 7e année. Hein. Et donc, du coup, bon, certains créanciers peuvent dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte à la limite une négo comme ça, ou est-ce qu'on prend le risque d'aller en procédure collective? Si un créancier a des bonnes garanties qui résistent à une procédure collective, écoutez, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, si on part en procédure collective, j'ai ce qu'il faut, j'ai des garanties qui vont résister à la procédure collective. Voilà, c'est pas un jeu de poker menteur, mais voilà, c'est une discussion, une négociation. Après, l'idée, souvent, le dirigeant va être accompagné par son expert comptable parce que les banques, parce que souvent, les banques sont dans la boucle. Les banques sont fondamentales dans la vie économique. Hein. Sans banque, il n'y a plus aucune entreprise qui existe. Et donc, les banques ont besoin aussi d'être sécurisées et pas de se faire tordre à chaque procédure. C'est naturel. Mais les banques vont demander, c'est bien normal, prévisionnel d'activité, de trésorerie, et pour ça, l'expert comptable. Hein. Alors, procédure collective, bon, on en a parlé rapidement. Il y en a 3 dans l'ordre de gravité. La sauvegarde, on en a peu parlé, redressement, liquidation. Il y a la notion de cessation de paiement, donc obligation du dirigeant de déposer une petite déclaration dans les 45 jours qui suivent l'état de cessation de paiement. Triple publication, un CABIS, BODAC, journal d'annonce légale. Nomination en place, mise en place des intervenants. À chaque ouverture de procédure, il va y avoir obligatoirement un mandataire ou un administrateur judiciaire de nommer, un commissaire-priseur, un juge-commissaire. Dès l'ouverture, on parle d'une période d'observation qui peut durer de 6 à 12 mois pour faire le point. L'activité se poursuit sauf en liquidation judiciaire. Et dès l'ouverture, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un gel du passif, interdiction de payer ses dettes passées et pas ses charges de fonctionnement courantes à venir. Celles-ci seront accumulées sur un calendrier. L'objectif est donc de permettre de reconstituer la trésorerie et payer ses charges courantes pendant cette période. À l'issue de cette procédure, soit l'entreprise est viable et on peut étaler les dettes sur 10 ans. Malheureusement, si la situation est trop dégradée, on convertit en liquidation judiciaire. Attention, quand on est caution personnelle de son entreprise, dès l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la caution peut être actionnée. Alors qu'en sauvegarde ou en redressement, la caution bénéficie du plan de redressement. Ce qu'il faut éviter, rester seul. Rester seul, et ça je le vois fréquemment, c'est la solitude du chef d'entreprise au quotidien, parce que le dirigeant ne peut pas forcément s'épancher sur ses difficultés auprès de ses salariés. À la maison, parfois on lui a fait comprendre que les problèmes de l'entreprise, qu'il sera un petit peu ras-le-bol, ce serait bien que ça reste dans l'entreprise. Du coup, le dirigeant est tout seul à faire face à tout ça, quelle que soit la taille. Ça va de l'auto-entrepreneur. L'autre jour, je recevais un dirigeant qui avait quand même 55 salariés, qui s'est effondré en larmes, bon, parce qu'il est décidé, un peu plus. Et souvent, il y a ce qu'on appelle malheureusement les 3D, dépôt de bilan, divorce, dépression, dans un sens ou dans un autre. Hier après-midi, j'ai reçu un dirigeant dont l'entreprise existe depuis 15 ans,
Il a fait un burn-out il y a 2 ans, il n'arrive pas à s'en remettre. On s'était vu il y a 2 mois avec, pour voir s'il y avait une piste. Sa femme prenait la partie gestion, lui retournait sur des chantiers pour se vider l'esprit, pour se être sur ses chantiers et pas avoir à répondre aux fournisseurs, au téléphone, aux problèmes d'approvisionnement, enfin, bref. Et hier, il est venu, il me dit ça marche pas, je veux arrêter. Donc volontairement, c'est lui qui a décidé de passer en procédure pour ouvrir une liquidation judiciaire. Poursuivre une exploitation déficitaire sans perspective de redressement, d'où l'impérieuse nécessité d'avoir des tableaux de bord, des indicateurs de suivi d'activité qui font trop souvent défaut. Combien de fois ça arrive? Vous voyez, on est fin novembre, de voir des dirigeants dire bah, alors, depuis le début de l'année, depuis janvier, vous faites l'activité, c'est comment par rapport à l'an dernier? Je ne sais pas, je verrai avec mon comptable quand il me sortira les bilans en février ou en mars. Mais non, mais comme vous ne pouvez pas, il s'est écoulé 11 mois, c'est pas entendable de voir que vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quoi. Ouais, mais j'ai de l'argent en banque. Ah oui, forcément, si on ne paye pas ses fournisseurs, on a de l'argent en banque. Hein. Ça ne veut pas dire. D'un côté, c'est un indicateur important, la trésorerie, ce qu'on répète depuis le début de la séance, c'est vrai. Et de l'autre côté, il ne faut pas confondre trésorerie et rentabilité, dans un sens ou dans un autre. Une boîte peut être rentable comptablement, avoir des difficultés de trésorerie. Vice-versa, on peut avoir du cash en banque et être déficitaire si on ne paye pas ses fournisseurs. Voilà. Et donc, ça, c'est super important. Il ne faut pas faire, ne pas payer la part salariale de ses cotisations. Autant vous pouvez vous permettre de ne pas payer la part patronale, et parfois ça peut même être une stratégie avant d'arriver au tribunal, que ce soit pour une procédure amiable ou procédure collective, volontairement de créer un petit peu de dette pour qu'on ait un meilleur effet de levier. Le pire pour moi, c'est quand je rencontre un dirigeant qui me dit voilà, j'ai une baisse d'activité, par contre, vous inquiétez pas, tout est à jour. Je suis à jour URSSAF, mes prêts sont à jour, mon loyer est à jour, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de levier d'activité, quoi. Oui, on n'a pas de levier. Je préfère parfois quelqu'un qui me dit écoutez, j'ai 1 ou 2 mensualités de crédit non payées, j'ai 1 ou 2 mois d'URSSAF patronale pas payé. Là, ça peut permettre d'avoir un levier si on gèle ce passif, plutôt que quelqu'un qui arrive et qui est à jour. Effectuer des paiements privilégiés ou anormaux, bah oui, par exemple, quand on ouvre une procédure collective, le mandataire, enfin pas le mandataire, la loi prévoit qu'il y a une période suspecte de 18 mois en avance, préalable. C'est-à-dire que le mandataire va regarder ce qui s'est passé dans les 18 mois avant l'ouverture de la procédure collective. Et s'il y a des opérations anormales, par exemple, je suis une entreprise, je viens de me rembourser 30 000 € de compte courant d'associé, 15 jours plus tard, je dépose le bilan. On dit, attendez, là, il y a eu un peu un paiement anormal. Ou bien, bah, tiens, je vais rembourser par anticipation un prêt sur lequel je suis caution perso. En revanche, les autres, j'y touche pas. C'est pareil. Donc, il faut faire gaffe à ça. Voilà. Et donc, de façon pratique, l'idée, c'est que la porte du tribunal est grande ouverte. Mieux vaut venir pour rien que pas venir du tout. Donc, il peut solliciter un rendez-vous avec moi. Soit en appelant le tribunal, soit en m'envoyant un mail. On sait que ce n'est pas une démarche naturelle. On ne vient pas au tribunal de commerce en se mettant un cloche-pied. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel des difficultés vient rarement des fautes de gestion. On revient souvent d'événements extérieurs. On sait qu'il y a plein de sentiments qui se mêlent à ça, de déni, de honte, d'échec. Beaucoup vont se dire mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? On est sur des petites villes, des petites communes. Donc, soyez rassurés, en aucun cas. En aucun cas, vous allez être stigmatisé ou jugé, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est la vie des entreprises, surtout dans le contexte actuel. Donc, la conclusion, c'est la porte est grande ouverte. On est là pour aider les entreprises dans la mesure de nos possibilités, avec les dirigeants de bonne foi. Un petit peu de légèreté avant de s'arrêter là, parce qu'on parlait de manque de trésorerie. Et si jamais vous avez de la trésorerie en trop, bah, comment on gère ça en 2 minutes? Voilà. Avant d'aller dans la légèreté, juste une petite continuité de ce qu'a dit M. Gaudin. Ne restez pas non plus seul vis-à-vis de vos partenaires bancaires. On est très habitués. Malheureusement, les conciliations, on en a quand même beaucoup. On sait faire, on sait gérer. Et on est souvent même à l'initiative de ce type de procédure pour continuer à accompagner dans un cadre. Petit conseil, parmi vos partenaires bancaires, souvent les régionaux, les banques régionales sont très aidantes. Les banques nationales ont parfois des attitudes qui sont un peu adverses, on va dire ça comme ça.
Donc, oui, alors gérer sa trésorerie excédentaire, c'est un sujet qui est plus plaisant. Ça va permettre de terminer les interventions sur une note positive. En général, on peut se dire qu'il y a trois strates de possibilités, trois strates selon la disponibilité des fonds, des solutions très courtes, des solutions à moyen terme et des solutions un peu plus structurées. Toutes les banques alors, comme tout à l'heure, je parle au nom de la Caisse d'épargne, mais ce sont des dispositifs qui sont proposés par l'intégralité des banques. Chacune a ses mécanismes, ses modes de rémunération, etc. Mais ces trois strates, vous les retrouverez chez tous vos partenaires bancaires. Rémunération du compte courant, pas disponible dans tous les établissements bancaires. On le fait chez nous sur la base d'un compte BIS. Ça permet d'avoir une disponibilité permanente de votre capital, une sécurisation à 100% bien sûr de votre capital et rémunéré au premier euro sur un taux qui est en général basé sur du variable, moins une marge. Typiquement en caisse d'épargne, on rémunère actuellement sur le taux de Esther, moins 60 points de base. Donc ça fait une rémunération à peu près aux environs de 1,30, 1,40 selon les fluctuations du moment. Donc ça, c'est très intéressant pour tout ce qui concerne ce qu'on a dit tout à l'heure, mettre de côté 2 mois de charge à venir. Deuxième niveau de proposition, généralement très connu, majoritairement utilisé, ce sont les comptes à terme. Comptes à terme, c'est intéressant parce que les durées vont de 3 mois à 5 ans en général, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce sont des dispositifs qui proposent une garantie totale du capital, évidemment. Vous connaissez la rémunération du compte à terme au moment de la souscription et vous connaissez bien sûr le moment de libération. Donc ça, c'est intéressant. Là encore, les tableaux de bord sont percutants parce que vous savez ce que vous devez placer, ce que vous pouvez placer à tel horizon. En général, on panache en fait pour que ça puisse prendre le relais à différentes périodes dans l'année. Et enfin, le troisième niveau qui est beaucoup plus complexe, qui nécessite… Les 2 premiers niveaux peuvent être négociés avec votre charge d'affaires classique sans aucune forme de complexité ou d'attention particulière. Le troisième niveau nécessite vraiment un entretien structuré avec un spécialiste épargne bancaire chez votre partenaire bancaire, parce que là, on parle de produits qui peuvent avoir des protections diverses du capital. Les solutions bancaires ne vont pas trop en dessous de 90%, mais néanmoins, il faut quand même prendre ça en compte. Les degrés de rémunération sont liés à ce que vous mettez dans ces produits structurés. On panache souvent des solutions sécurisantes avec des positions un petit peu plus agressives. Donc ça, c'est votre appétence au risque et votre capacité à aller chercher du risque et votre visibilité dans le temps qui va vous permettre d'avoir accès ou pas à ces privés-là. En général, on est… alors, le minimum 30 ans est évidemment une erreur. C'est pas ce que je voulais mettre. Souvent, ces produits-là sont accessibles lorsqu'on a une trésorerie à placer à horizon 5 ans, 3-5 ans en général. Je ne vais pas déployer ici parce que je sais qu'on a un peu passé par le temps, mais vous aurez le support. En fait, les questions qui vous posez, c'est est-ce que l'argent m'appartient? Est-ce que je parle d'acompte client qui ne m'appartiennent pas, par exemple? Ou est-ce que je parle de ma trésorerie structurelle? Est-ce que je peux me permettre d'aller chercher, parce que j'ai envie de rendement, un petit peu de capital non garanti ou pas? Est-ce que j'alloue une poche à ça ou est-ce que je ne l'alloue pas? Ça, c'est une décision de gestion évidemment extrêmement importante. Est-ce que j'ai des besoins de reporting dans le cadre, par exemple, d'une communication RSE? Parce qu'on peut avoir besoin de communiquer aussi sur ce qu'on met en place. Est-ce que moi-même, je suis dans une stratégie RSE? Est-ce que c'est important pour moi d'aller chercher des placements responsables? Est-ce que ce n'est pas important pour moi? Voilà, il y a tout un tas de questions à poser lorsqu'on met en place notamment cette troisième tract de gestion de trésorerie. En tout cas, chez tous vos partenaires bancaires, vous retrouverez ces 3 strates-là, hormis peut-être la première qui là, est vraiment à la discrétion de l'établissement. Et il ne faut pas laisser dormir l'argent sur un compte. Alors, 1,30, ça peut paraître peu comme rémunération, mais c'est néanmoins une rémunération. Donc, le pied de compte, on doit pouvoir l'utiliser et puis
le faire fructifier. Voilà. Merci. Bah, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. On a bien suffisamment débordé de temps, vous me direz. Merci d'avoir participé. On a encore le temps pour faire des échanges ici pendant quelques minutes avec les intervenants. En ligne, merci pour votre participation. Et effectivement, vous retrouverez ces différents supports. On va le mettre en ligne. Il y aura un replay. Donc voilà, si vous souhaitez voilà, revenir sur des notions, vous le trouverez d'ici quelques jours, le replay de cet événement. Merci à vous.